C'est un procès chargé en émotions qui s'ouvre au palais de justice de la TUC. Chantal Charest fait face à 3 chefs d'accusation, 3 de voies de fait et un autre de séquestration. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2003 et 2008. Madame Charest, est-ce que vous voulez vous adresser aux médias? À l'époque, la femme était famille d'accueil pour des enfants autochtones. Est-ce que Madame Charest va s'adresser aussi devant le juge? Est-ce qu'elle va témoigner? Ça, c'est une excellente question. Je vais penser à ça sur l'heure du dîner. Les 3 victimes alléguées qui étaient à l'époque placées par la DPJ chez elles, supervisées par les services sociaux à Atikamekw, ont été appelées à la barre des témoins. Une ordonnance de non-publication nous empêche de les nommer. Brenda Newachiche-Biroté, elle aussi une ex-pensionnaire, a été citée comme témoin. Nous l'avons rencontrée. Je vais dire, je t'ai enlevé toute l'estime de moi-même. La confiance en moi, tu me l'as enlevé. Quand j'avais des nouveaux linges, elle me disait genre, c'est où t'es allé voler ce linge-là? Puis c'était ma mère qui m'en achetait. Son petit frère aurait lui aussi subi des mauvais traitements. C'est comme son punching bag, mettons. C'était carrément ça. Carrément son souffre-douleur. Les punitions qu'il vivait, genre dans le coin pendant que tout le monde mangeait, dans le coin debout, avec les bras dans les airs bien longtemps. Puis s'il baissait un bras, ben il rattrapait du temps, genre, même après l'école. Le jeune homme s'est depuis enlevé la vie. Qu'est-ce que tu te souviens d'avoir vécu ou d'avoir vu là-bas? Ben moi, je me souviens que j'ai déjà ramassé mon petit frère par terre, avec juste un oreiller puis une couverture, genre devant la porte de la toilette, là. Juste parce qu'il faisait pipi au lit. C'est dans cette maison que Chantal Charest aurait hébergé des dizaines d'enfants Atikamekw de la DPJ entre le début des années 2000 et 2009. À un moment donné, tous les enfants ont été retirés abruptement de leur milieu de vie à la suite de plaintes. Je m'en veux, oui. Je me sens coupable. Mais j'avais confiance en eux. Ils sont censés prendre soin de nos enfants. C'est que parmi les châtiments, il y avait le fait d'être privé de nourriture. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est carrément ça. Tu sais, de ne pas les nourrir avant d'aller à l'école, tu sais. Que s'est-il passé exactement derrière les murs de cette maison, plus précisément dans le sous-sol? Des anciens pensionnaires ont accepté de nous livrer une partie de leur témoignage et ils comptent eux aussi porter plainte. Il y avait beaucoup de chiens, là. Ils nous disaient de ramasser les cacas. Si on les ramassait pas bien, ben ils nous mettaient dans les cages de chiens, là. Moi et ma soeur, mon petit frère. J'ai-tu bien compris qu'on t'avait mis dans une cage à chiens? Oui. Il m'obligeait de m'habiller en fille dans la maison, puis en m'en allant à l'école, il m'obligeait d'apporter des chandails roses. Le procès de Chantal Charest se poursuit jeudi au palais de justice de la TUC. Ce que nous avons aussi appris, c'est qu'après avoir été famille d'accueil à la TUC, Mme Charest aurait ensuite déménagé à Hérouville, où là aussi, on lui aurait confié des enfants. À la TUC, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info. Oui, mes collègues de travail, je vous dirais pas là, qui sautent de joie à l'idée de ça, mais on est tous prêts, on est tous fébriles, on vit de l'anxiété, mais on se dit, bien, ça va commencer puis on va faire face à ça. À quelques jours du lancement du dossier santé numérique, la fébrilité se fait sentir dans les établissements du CIUS de la Mauricie, centre du Québec. Tout à coup, vers 4 heures du matin, de vendredi à samedi, on va passer d'un mode écrit, où est-ce qu'on a fait ça depuis longtemps, à un mode informatique. C'est un changement majeur. On rentre samedi matin avec une fébrilité, là, une anxiété. Là. Je vous dirais que, oui, ça se ressent sur le département en ce moment. Tu sais, ça va changer complètement notre façon de documenter, au final, pour nous donner peut-être plus de temps aux patients. Moins de temps à gérer de la paperasse qui était dédoublée, triplée, choses comme ça. Mais c'est sûr que si on s'en parle pour les 2 prochaines semaines, ça va être énorme comme changement. Là. Une personne qui se dit « Ah, mon Dieu, ça va si bien aller ». Des plans A, B, C et même Z sont prêts pour la journée du déploiement. Du personnel supplémentaire sera aussi en poste samedi afin d'intervenir rapidement en cas de problème technique. Samedi, les gens sont tous là. J'ai l'impression d'avoir plus de monde un samedi à l'hôpital qu'un mercredi dans une journée. On va commencer, on fait le baptême, puis après ça, notre formation va continuer en pratiquant puis en travaillant dans le logiciel. Les établissements de santé de la Mauricie, centre du Québec et du nord de l'île de Montréal sont les établissements vitrines du DSN. On pourrait dire qu'ils sont un peu les rats de laboratoire avant le déploiement dans le reste du Québec. Tu sais, il y en a qui voient ça peut-être comme une surcharge, mais on a un privilège que ce soit nous qui soit un peu le démonstrateur. Quand on va travailler avec, c'est un logiciel en mouvement. L'équipe sont là, on va pouvoir leur dire ça fonctionne pas, ça fonctionne. Moi, j'y crois que dans un an, on va se revirer de bord et on va se dire, ah ben
je ne reviendrai pas en arrière, puis c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver. Le nouveau système numérique propose plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment l'ajout de balises de surveillance pour rassurer le bon dosage des médicaments. Il y a des alertes qui pourront être envoyées lorsqu'une posologie est jugée irrégulière. Ça va permettre aussi d'éviter les erreurs de lecture des doses prescrites par les médecins qui étaient anciennement écrites à la main. C'est un changement drastique de la façon de travailler. Mais ça ne change pas quand même qu'on est des cliniciens, puis qu'on est des médecins et des infirmières, puis que notre travail va rester pareil. Dès le 9 mai, il sera possible de télécharger l'application Mon dossier santé pour suivre vos informations médicales en ligne. Le patient va pouvoir participer plus activement dans ses soins parce qu'il va avoir accès à son dossier aussi. Les mises à jour quotidiennes seront effectuées par le CIUS-MCQ pour suivre l'évolution du projet. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. L'entreprise Duchesne et Fils à Yamachiche pourrait être sauvée. Le dossier est repassé devant la cour mercredi matin. On y a appris que dans la nuit précédant la séance, une offre avait été déposée de la part d'un acquéreur stratégique. Cette offre, déposée aux alentours de minuit dans la nuit de mardi à mercredi, pourrait permettre de garantir la pérennité des activités de Duchesne et de sauver près d'une centaine d'emplois. C'est sûr que pour tous les membres qu'on représente chez Duchesne, là, on parle d'une possibilité que leur emploi soit prolongé là, dans le cas où effectivement un acquéreur pourrait poursuivre les opérations. Donc, vous comprendrez qu'on parle de 80-90 emplois là, qui pourraient être maintenus. Mais cette proposition étant arrivée très tard, les autres encanteurs, qui visent quant à eux la liquidation des actifs, n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance et de s'exprimer sur le sujet mercredi matin. Le juge a donc décidé de reporter la séance à jeudi afin qu'une décision finale concernant le futur de l'entreprise puisse être rendue. Je peux vous dire qu'ils sont aussi dans le même tourbillon que tout le monde peut être actuellement avec cette histoire-là. Donc, c'est une montagne russe d'émotions. Pour rappel, depuis que Duchesne s'était placé en janvier sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, plusieurs plans de relance avaient été proposés, mais tous avaient été refusés dans les dernières semaines. À la mi-avril, une vague de mise à pied temporaire avait été annoncée et jusqu'au 1er mai, tout indiquait qu'on se dirigeait vers une liquidation des actifs de l'entreprise. Du côté de la Banque royale du Canada, l'un des deux principaux créanciers de Duchesne et Fils, on désire effectuer ce que l'on appelle une cession des créances, c'est-à-dire de transférer la dette de près de 6 millions de dollars de l'entreprise au nouvel acquéreur. Une décision critiquée par le contrôleur qui a notamment mentionné durant l'audience les pressions énormes effectuées par la RBC durant tout le processus judiciaire. À Yamachiche, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Les cas de fraude impliquant de faux représentants se multiplient à Sherbrooke, si bien que le service de police annonce la mise en place d'un groupe d'enquêteurs, d'agents et de partenaires du milieu qui vont s'attaquer à ce type de crime, et ça s'appelle le projet NIP. On unit nos forces. Dorénavant, dans ce type de fraude-là, on fait face à des fraudeurs bien organisés, plusieurs victimes. C'est 90 dossiers de fraude, de faux représentants, faux policiers depuis janvier, donc au cours des derniers mois. C'est beaucoup de plaintes, beaucoup de victimes et on met les efforts nécessaires pour faire ces enquêtes-là. Beaucoup de types variés de fraude, mais ce qui nous occupe précisément et au cours des dernières semaines, c'est vraiment le ciblé. C'est des fraudes qui visent des personnes âgées. On parle dans 70, 80, 90 ans. Des gens qui font des téléphones, qui se font passer pour des représentants de banques, caisses populaires, des policiers également, et disent aux gens en mettant beaucoup de pression. Donc, il y a que fraude dans leur compte de banque et ils se doivent de récupérer les cartes de crédit, les cartes de débit avec, bien sûr, les mots de passe, les NIP, et ce, rapidement. Et quelques minutes plus tard, ces personnes-là, ces plaignants, voient l'économie de toute leur vie souvent dilapidée et fraudée. Là. Il y a quand même quelques conseils qu'on peut donner à la population. Il faut savoir que jamais, mais jamais, les policiers, les enquêteurs, les employés de caisses populaires, de banques se rendent à votre domicile pour prendre physiquement vos cartes de crédit, vos cartes de débit, vos mots de passe. Ça se fait pas. On demande aussi à la population d'être vigilant. Lorsque vous recevez ce genre d'appel, c'est raccrocher carrément. Évitez de discuter longuement avec ces gens-là parce qu'ils mettent beaucoup de pression, sont convaincants, sont efficaces dans leur type de fraude. Donc, et bien sûr, peut-être passer le mot souvent autour de vous, parler à vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes plus âgés, expliquer le modus operandi, la façon de faire là, pour éviter des fraudes. Là. Le service de police de Sherbrooke invite les personnes qui seraient victimes de fraude impliquant de faux représentants à le contacter. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.